Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence et surtout merci d'être encore là parce que je sais que les travaux ont commencé il y a déjà un certain nombre d'heures. Donc on est très heureux d'avoir cette table ronde riche pour presque clôturer notre journée. Table ronde qui nous amène du côté de la... Oui, je vois Karine Picard-Niles qui ne nous a pas rejoint mais qui peut nous rejoindre, peut-être à côté de Georges Dufaux, peut-être. Merci à vous d'être présents et d'être encore là. Et merci également, bien sûr, à ceux et celles qui m'entourent, qui, à des degrés divers, sous des formes diverses, vont évoquer des questions de mémoire. Dire un mot peut-être au titre de la Fondation Gabriel Péry sur ces enjeux, pour dire que parmi les objets de la Fondation Gabriel Péry, il y a, et ça tient une place importante, ces questions spécifiques de mémoire. Et nous avons eu des initiatives importantes en la matière et nous continuerons d'en avoir dans la période qui va s'ouvrir. Pour nous, c'est une question importante. Le nom même de la Fondation dit bien, ce qui je puis dire, cette orientation. Alors, donc Monsieur le Président, je n'avais pas vu. Donc, une table ronde qui va rassembler différents acteurs du point de vue des associations, et des sites, si je puis dire, qui sont consacrés, qui sont liés à cette mémoire spécifique. Donc je vais commencer de droite à gauche, si ça vous convient. Donc ma droite en tout cas. Donc on a donc Karine Picard-Niles qui interviendra au titre de l'amicale de Fateaubriand-Vavrouillet. À sa gauche, donc Georges Dufaux-Epstein pour le Mont Valérien. À sa gauche, Gilbert Garel pour l'Institut d'histoire sociale de la CGT. À ma gauche, donc je continue, que je ne dise pas de bêtises, parce que je vais reprendre mes notes pour ne pas dire de bêtises, voilà, parce qu'on se connaît moins. Voilà, c'est Claudine Ducastel, vous avez eu au téléphone hier. Justement, on se connaît moins, et justement, on a parlé du fait que vous animiez une structure qui est moins ancienne que l'amicale de Fateaubriand, mais qui est porteuse d'une mémoire importante, celle des convois des 45 000 et des 31 000. Je continue avec donc l'historien Alexandre Courban, qui, par-delà ses travaux autour de l'humanité en période, j'allais dire, de paix et normale, si je puis dire, s'est également intéressé comme biographe à un des acteurs de l'humanité, mais un des personnages qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir Gabriel Péry, puisqu'il en est biographe, en dehors du fait qu'il est aussi un élu qui a ses activités d'élu tournées vers ces questions et ces enjeux de mémoire. Et enfin, donc, je termine par Madame Basile Derman, qui donc nous parlera des questions spécifiques liées aux enjeux des mémoires à double titre, si je puis dire, juifs et communistes en même temps, mais je sais que ça a été abordé juste dans la discussion précédente, même si l'intervention prévue autour du judéo-bolchevisme n'a pas pu avoir lieu. Bien, je vous propose peut-être de commencer peut-être par l'amicale de Fateaubriand et de demander peut-être à Karine Picard-Niles de bien vouloir retracer, expliquer ce qu'a été la création de cette association et puis de dire aussi quels sont aujourd'hui les objectifs, puisqu'évidemment on n'est pas dans la même situation que lors de la création de cette association. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a eu ce matin de très belles interventions. Donc, je ne suis effectivement pas historienne. Je suis vraiment dans la transmission, la génération de la transmission pour l'avenir de la mémoire. Donc, écoutez, l'amicale a été effectivement créée dès 1945, le 30 septembre 1945, donc vraiment très très tôt, par les familles d'internés, de fusillés, de déportés aussi. Tout de suite, ça a été, principalement pour commémorer, pour rappeler ce pourquoi ils étaient morts, et puis vraiment perdurer. Alors, y compris, je dirais, dès le lendemain des fusillés, ça a déjà commencé, je dirais, avant même 1945. Juste une petite marche arrière. C'est-à-dire que dès le lendemain, dès le 23 octobre 1941, il y avait déjà du monde dans la carrière, énormément de monde. Et ça, c'était aussi un des premiers actes de résistance, de commémoration, juste après. Donc, et ça a été le soutien de la famille castelbriantaise, c'est-à-dire des gens qui habitent Châteaubriand,
Donc au-delà, je dirais, des familles d'internés, de fusillés, de déportés, c'est aussi principalement ce qui caractérise aussi Chateaubriand, c'est que encore aujourd'hui, il y a un lien très fort qui soude, je dirais, ces familles, et après les amis qui sont venus rejoindre les familles, et les Castelbriantais, qui sont toujours très présents à toutes les commémorations, que ce soit, naturellement, instinctivement, ou que ce soit après aussi, par la suite, comme on le travaille aujourd'hui, avec la jeunesse, les étudiants de la ville. Il y a eu vraiment des évolutions dans la mémoire sur Chateaubriand. Alors, on a dit Chateaubriand, Voves, Rouillé, Incourt. C'est l'amicale qui constitue un peu tous ces camps. Et dans cette constitution, dans notre association, il y a eu des évolutions dans la façon de commémorer. On a, commémoré, je vous dis d'abord les familles principalement, mais les familles aussi politiques au sens large, hein, donc ça a été évoqué ce matin, le Parti communiste, la CGT, donc on a un petit peu moins parlé, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure, puisque ce sont les membres fondateurs intrinsèquement de l'amicale, dans la mesure où ces hommes qui ont été fusillés étaient issus principalement donc, du Parti communiste ou de la CGT. Et donc ce sont ces deux associations, ce parti politique, la CGT, qui constitue principalement aujourd'hui la force et la continuité de ce qu'est l'amicale encore aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a eu un travail dans toutes les fédérations du Parti communiste, de la CGT, pour continuer à expliquer qui étaient ces hommes, pourquoi, quel a été donc tout ce qu'on a dit aussi tout à l'heure ou là à l'instant, pourquoi ils ont été choisis, pourquoi ils ont été pris en tant qu'otages. Alors après, on vient de définir, hein, otages, à quel moment ils ont été arrêtés très tôt. Hein, tous dès 1940, hein, octobre, novembre, voilà. Dans cette mémoire des familles, dans cette mémoire, et quand je dis les familles, de ce que je viens de vous dire, les familles larges, il y a eu différentes périodes. Donc, période, je dirais, d'après-guerre, un peu plus politique, où là, il y avait vraiment une importance du Parti communiste et, je dirais, une appropriation vraiment intrinsèque de ces fusillés. Mais en même temps, il y avait, les familles qui, elles, même communistes ou pas, par la suite, ont voulu continuer à faire perdurer cette mémoire, à vouloir la transmettre. Et ça a été par plusieurs biais. Donc, il y a eu... après, vers 1960-70, un tournant où on est passé sur des évocations extrêmement culturelles, extrêmement axées sur des personnalités du monde de la culture, du monde, y compris, on le voit dans les affiches qui ont été réalisées sur cette période, qui sont devenues, je vais dire, pratiquement de l'art graphique. Au début, elles étaient très politiques, elles étaient très tournées sur le fusillé, souvent qui était représenté en blanc avec des taches rouges. Et après, on va tourner vers une représentation beaucoup plus culturelle, où on va avoir énormément d'artistes, de Jean Ferrat, Isabelle Aubray, Pierre Santini. On va avoir énormément de personnalités, Jean Vienner, qui vont venir et qui vont vouloir transmettre, c'est là qu'on va commencer, transmettre cette mémoire. Et encore aujourd'hui, on est sur une autre transmission qui est une transmission, là aussi, toujours en gardant l'essence même politique et syndicaliste, mais qui est extrêmement tournée sur l'avenir. Et c'est ce qui, je pense, caractérise énormément l'amicale Chateaubriand, c'est qu'on est tourné vers la jeunesse, vers la transmission. Donc, depuis plusieurs années, ce sont des jeunes, des scolaires qui participent à l'évocation, donc qui viennent sur scène. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans,
j'ai vu un petit garçon, classe de CM2, hein, donc ils ont 10 ans, qui était très fier d'avoir une casquette sur la tête et qui m'a dit « Moi, je suis Jean-Pierre Timbaud ». Voilà, et je pense que ce gamin-là, il se rappellera de ce qu'il a vu, il se rappellera de tout la pédagogie qu'on a eue avec eux, parce que ce n'est pas seulement une évocation. Il y a, avec les Tréteaux de France avec lesquels on participe, il y a tout un travail pédagogique dans la classe, avec des interventions. Et ça, je pense que c'est aussi ce qui caractérise typiquement notre association et ce qu'ont voulu nos anciens. Et moi, là-dessus, quand je dis je suis vraiment dans la transmission, c'est qu'on est vraiment, dès le début, dès 1945, dans les écrits que j'ai pu retrouver, tout de suite, ils étaient tournés vers la jeunesse. Tout de suite, ils avaient envie de transmettre. Donc, on continue ça aujourd'hui. Et pour nous, c'est vraiment, y compris dans la rénovation de la carrière, la rénovation du monument qu'on a entrepris. Ce monument donc, qui représente des hommes qui sont soudés par leur fraternité et qui meurent sous les balles en chantant, hein, puisque c'est vraiment ce qui a été dit. Ils sont partis dans des camions en chantant la Marseillaise, et c'est ce aussi qui a fait la caractéristique de Chateaubriand, c'est que tout le monde a entendu, ils avaient décidé de partir en chantant et non pas de partir, je dirais, affligés vers la mort. Ils avaient décidé qu'on les entende et qu'on sache, et ça a eu une telle résonance à l'international y compris. Et donc aujourd'hui, dans ce monument, il y a des alvéoles, et des alvéoles de terre, de lieux d'internement, de déportation, de résistance. Et on continue à avoir des classes qui viennent. C'est un projet pédagogique et qui, du coup, est tourné encore jusque vers 20 ans, puisqu'on a 183 alvéoles à raison de 10 classes chaque année. On en a encore pour une vingtaine d'années. Donc, je vais vous donner rendez-vous dans 20 ans. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut donner la parole à Georges Dufault-Epstein, puisqu'on est sur une logique de site, si je puis dire, d'associations créées liées à des sites. J'anime l'association pour le souvenir des fusillés du Mont-Valérien, puisque mon père a été fusillé au Mont-Valérien. Je voudrais, avant de vous parler de l'association et de notre politique mémorielle, je voudrais vous indiquer que les quelques chiffres que je vais vous donner en préalable m'ont été fournis aimablement par l'équipe de l'Office national des anciens combattants du Mont-Valérien, et je les en remercie parce que c'est la première fois que j'avais des chiffres aussi précis. Il y a eu 1009 fusillés au Mont-Valérien. 60% étaient catalogués comme résistants et condamnés à mort par les tribunaux allemands. Et 37% étaient des otages. Et puis les autres étaient soit des droits communs, mais des droits communs d'un type un peu spéciaux, puisque c'est des droits communs dont nous avons estimé, la commission à laquelle j'ai participé, nous avons estimé qu'on pouvait les assimiler à des résistants. Parce que au Mont-Valérien, sur le monument mémoriel, celui qu'on appelle la cloche, eh bien, il n'y a que des fusillés auxquels nous avons décidé de rendre hommage. Aucun droit commun et aucun soldat allemand, alors qu'il y a des soldats allemands déserteurs ou droits communs, et il y a des droits communs qui ont été fusillés au Mont-Valérien. C'est une volonté de l'ensemble des associations qui ont participé à la commission qui a retenu le choix des fusillés à inscrire sur la cloche. C'est vraiment une politique mémorielle volontaire. Il ne s'agit pas de faire œuvre d'historien et d'analyser tous les fusillés, mais de rendre hommage, puisque la cloche est là pour ça, rendre hommage aux fusillés issus de la résistance. Donc 60% de résistants condamnés, 37% d'otages, le reste c'est des droits communs ou des motifs plus ou moins inconnus. Parmi eux, mais je le cite juste pour information, 11% de juifs. Alors, parmi les otages, chose importante, 65% de communistes. Pendant très longtemps, on a dit qu'au Mont-Valérien, on avait fusillé plus de 80% de communistes.
C'était pas tout à fait exact. Ça n'est que 65%. Le chiffre est quand même relativement important et montre bien quelle était la volonté de l'occupant. On fusillait en priorité les communistes ou ce qu'on appelait les judéo-bolcheviques, et les autres étaient plutôt, mais ne me faites pas dire ce que je dis pas, c'est-à-dire uniquement, mais plutôt déportés pour être. C'était une autre forme de condamnation à mort. Si on prend les otages, puisque je vous ai dit qu'il y avait 60% de condamnés et 37% d'otages, sur les otages, il y a 15% de juifs. Donc on n'est pas très loin. On n'est pas très loin du chiffre parmi les condamnés à mort fusillés au Mont-Valérien. Le pourcentage est presque voisin. Mais il y a parmi les otages 75% de communistes. Donc ce qui renforce ce que je vous disais tout à l'heure, les otages n'étaient pas choisis au hasard. Parmi les fusillés, 65% de communistes. Parmi les otages, 75%. Et parmi les otages, il n'y a que 5% de gaullistes. Ce qui montre bien le décalage et la volonté politique de la puissance occupante de fusiller en priorité ceux qu'ils considéraient comme leur ennemi principal, c'est-à-dire les communistes. Et parmi les otages, et ça c'est juste pour la petite anecdote, il y a 2 compagnons de la Libération. Donc qui ont été faits compagnons à titre posthume, bien sûr, mais il y a quand même 2 compagnons de la Libération. Ces proportions, j'ai regardé un peu si on les retrouvait sur un autre site, qui est un site important aussi d'exécution en France, c'est le site de Souges. Donc Souges, c'est dans la région bordelaise. On a fusillé à Souges 256 patriotes, donc on est loin des 1009 du Mont-Valérien, mais on retrouve à Souges 55% de communistes et sur l'ensemble des fusillés et 47% d'otages, donc 53% au lieu de 60%. Vous voyez qu'on parmi les résistants, on est dans des chiffres très voisins. Bon, on ne peut pas être effectivement à égalité, mais on est dans des chiffres très voisins et ça montre qu'il s'agit, si on poursuivait l'analyse sur d'autres sites, et c'est ce qui va se faire dans les années qui viennent, parce qu'il faut avoir accès à toutes les biographies, et c'est pas simple. On a pu travailler, le Mont-Valérien a pu travailler sur les biographies et déterminer qui faisait quoi grâce au métron des fusillés. Et donc maintenant, il faut poursuivre avec le métron des fusillés pour les autres sites. Alors, la politique mémorielle maintenant, je ne vous surprendrai pas en vous disant que comme à Chateaubriand, notre objectif principal, c'est la jeunesse. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que comme à Chateaubriand, nous organisons tous les ans une cérémonie qui a lieu le premier week-end de juin normalement quand il n'y a pas d'élection, et que nous faisons appel au Tréteau de France pour faire une évocation historique qui est réalisée par des élèves. Et non seulement donc les élèves réalisent l'évocation historique, bien sûr pilotée par les Tréteaux de France, mais les élèves d'autres établissements scolaires sont invités en priorité et sont relativement nombreux parmi les spectateurs. Le Mont-Valérien a une particularité, je vous l'ai dit, donc c'est le nombre de communistes fusillés, mais c'est aussi le fait qu'il y a 2 associations mémorielles. Celle dont j'ai l'honneur d'être le président, qui a été créée dès 1946 par des associations, les associations patriotiques d'anciens combattants. Et puis qui étaient des associations départementales et qui, un petit peu plus tard,
quand je dis un peu plus tard, c'est à la fin des années 70, s'est transformée en association nationale avec des membres créateurs, le Parti communiste, la CGT, la FNDIRP, la RAC et la NACRE. Et elle n'était ouverte initialement qu'aux adhérents de ces associations, et elle s'est ouverte petit à petit aux adhérents individuels. Nous organisons cette cérémonie tous les ans, et une cérémonie qui a l'ambition de rendre hommage à tous les fusillés. J'insiste sur le mot « tous les fusillés », parce qu'il y a une association concurrente, on ne peut pas dire autrement, qui s'appelle Mémoire du Mont Valérien, et comme c'est bizarre, elle rend hommage uniquement aux fusillés gaullistes et au général de Gaulle. C'est quand même assez extraordinaire. Donc notre ambition, c'est de porter la mémoire des valeurs, j'insiste, la mémoire des valeurs des fusillés que défendaient les fusillés du Mont Valérien. Nous insistons beaucoup sur ça. Nous organisons cette cérémonie et un certain nombre de nos adhérents, ce n'est pas un hasard, c'est volontaire, vont dans les établissements scolaires et dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation, et vont parler à propos du sujet du concours de l'année et vont porter les valeurs de la résistance auprès des établissements scolaires. C'est notre volonté, faire connaître à la jeunesse les valeurs de la résistance et faire que les jeunes d'aujourd'hui deviennent porteurs de ces valeurs. Bien, merci à toi, Georges, pour cette présentation. Je propose, Gilbert, si tu ne vois pas d'inconvénient, qu'on passe de l'autre côté, parce que comme ça, on restera sur des logiques de structure. Donc, en donnant la parole peut-être d'abord à Madame Lederman, si ça vous convient. Voilà. Vous m'entendez ? Voilà. Notre association MRJ-MOI, Mémoire des résistants juifs de la MOI, avait prévu d'intervenir une quinzaine de minutes sur ceux qui étaient persécutés à double titre et qui sont entrés en résistance les premiers parce que les plus conscients et les plus avertis de par leur vécu, les juifs communistes, ceux qui étaient à la fois juifs et communistes. On nous a demandé d'écourter notre intervention pour faciliter une discussion avec la salle. Nous avons donc réduit notre propos et décidé d'aborder uniquement quelques points que nous pourrons éventuellement approfondir ensemble. Mais notre association peut mettre à votre disposition nombre de documents spécifiques se rapportant à cette période. À la fin des années 20, pour toucher les milieux immigrés, le Parti communiste crée la MOI, main-d'œuvre immigrée, pour permettre aux immigrés de différentes nationalités présents en France de se regrouper dans ce qu'on a appelé les groupes de langue, espagnol, italien, arménien, etc. Le groupe de langue yiddish, le plus nombreux, appelé section juive, est constitué de juifs originaires d'Europe de l'Est, ni croyants ni pratiquants dans leur grande majorité, communistes pour la plupart. Pour ces jeunes femmes et ces jeunes hommes chassés de leurs pays respectifs par l'antisémitisme et le fascisme, le communisme représentait un idéal de paix, de justice sociale et de fraternité universelle. Leur engagement affirmait cette double identité de combattants juifs et communistes qui a été et est encore ignorée quand elle n'est pas niée. Dès 1940, la section juive crée Solidarité, organisation d'entraide, d'information et de résistance, qui deviendra en 1943 l'UJRE, Union des Juifs pour la résistance et l'entraide, qui unit sous un même nom tous les groupes clandestins de résistants juifs communistes des deux zones. L'UJRE existe encore, elle est une des fondatrices de notre association. Ce mouvement juif communiste s'affirme avec la répression contre cette population persécutée comme juive et étrangère, ces judéo-bolcheviques. Ce mouvement deviendra l'avant-garde de la résistance précoce. On ne dira jamais assez, a écrit Robert Andvelt, responsable des jeunes juifs communistes parisiens après les arrestations massives de 1943, on ne dira jamais assez combien ce combat mené par la section juive de la MOI a été un facteur considérable
dans le sauvetage d'une population exposée à l'extermination, mais aussi et en même temps combien il permit à nombre de résistants issus de cette immigration de se battre et de participer à la résistance nationale. Solidarité et résistance se sont confondues dans un même combat. Cette histoire a disparu de la mémoire collective, malgré le rôle important joué par ces résistants dans la résistance, dans la lutte civile et armée pour la libération de la France. C'est pour ça qu'en 2005, à l'initiative de Max Weinstein, d'anciens résistants de la section juive de la MOI et leurs descendants ont créé notre association Émergie MOI, avec pour but d'en finir avec le mythe du récit national conçu pour préserver une résistance exclusivement française, militaire et masculine. Transmettre une mémoire plurielle de la résistance en mettant en lumière la contribution des communistes, des étrangers, des juifs à l'histoire nationale. Faire connaître l'importance du combat de ceux qui ont été considérés longtemps comme des victimes. Faire connaître l'histoire des résistants juifs de la MOI, occultés à la libération, et montrer le chemin vers l'intégration de ceux qui étaient les plus réprouvés et pourchassés parmi les étrangers, un combat d'un intérêt civique contemporain évident. Pour que s'accomplissent ces différentes missions, Émergie MOI a réalisé un film, Nous étions des combattants, construit à partir de multiples entretiens écrits, oraux et vidéo. Je pense que certains d'entre vous l'ont vu. À l'opposé de tout esprit communautariste partisan, il s'agissait pour nous de faire connaître les étapes d'un combat singulier et méconnu qui s'inscrit dans l'histoire générale de la résistance au fascisme et au nazisme. Nous sommes fiers d'avoir pu recueillir ces témoignages essentiels sur les actions résistantes des jeunes communistes juifs pendant l'occupation allemande. Il était urgent pour nous, en réalisant ce documentaire, dont les acteurs ont tous disparu depuis, de sauvegarder une mémoire et une histoire, de permettre la transmission d'une expérience collective et historique, chaque expérience personnelle trouvant sa place dans le collectif. Notre DVD a eu du succès, il est passé plusieurs fois à la télévision, il a été projeté dans différents établissements. Nous en avons ici plusieurs à vous offrir si vous êtes demandeur. Nous disposons, entre autres, de nombreux enregistrements de tables rondes entre résistants, de discussions entre spécialistes et de nombreux documents écrits rassemblés par le Centre de documentation de l'UJRE. Encore 2 minutes ? Pardon. Après la libération. Dans un article très documenté, Zoé Grimbert relate l'importance de ce centre en possession de la plus complète collection de la presse juive clandestine en français, yiddish, allemand et polonais. On me dit que je ne peux intervenir plus que 2 minutes, donc nous aurons peut-être l'occasion de discuter des otages tout à l'heure. Donc je ne vais pas vous en parler. Simplement rappeler que chaque année, en décembre, lorsque notre association commémore au Père-Lachaise l'exécution du 15 décembre 1941, nous rendons en même temps un hommage symbolique à tous les otages juifs, à tous les résistants juifs de divers mouvements clandestins tombés durant l'occupation et à tous les résistants qui ont payé de leur vie leur engagement. Les témoins disparaissent, leur rôle a été déterminant dans l'histoire du savoir sur la Shoah et sur la participation des étrangers à la résistance. Oui, on vient de me rappeler que j'ai parlé du film et je n'ai pas parlé du musée, ce qui est fondamental. Bon, je reprends 1 minute de plus. Notre musée virtuel, dont le but est de retracer l'histoire des juifs communistes en la replaçant dans le contexte général de la résistance contre le nazisme et ses collaborateurs, diffusera tout l'apport important historique et mémoriel dont nous disposons. Et je voulais rappeler que notre association s'inscrit dans le réseau des musées de la résistance nationale. Le rôle des témoins était déterminant dans l'élaboration du savoir sur la participation des étrangers à la résistance et sur la Shoah. Par leurs paroles et par l'image, ils sont toujours présents. Rappelons pour terminer les paroles et les écrits de notre grande amie Paulette Sarcey,
membre des jeunesses communistes juives déportées à Auschwitz à 19 ans en 1943 et qui attendait avec grande impatience la mise en ligne de notre musée. À notre arrivée à Auschwitz-Birkenau, nous avons fait un serment. Si l'une d'entre nous survit, elle devra raconter pour que le monde sache. J'ai tenu parole, j'ai raconté, témoigné ma vie durant. Et une conclusion rapide, avec Catherine Vieux-Charrier qui affirmait « Ces combattants ne disparaissent vraiment que lorsque disparaissent la trace et le sens de leurs actions, des idées qu'ils ont semées, de l'exemple qu'ils ont donné. » Bon, voilà. C'était un peu décousu, mais nous avions préparé une intervention un peu plus longue. Excusez-moi, j'ai un rôle assez terrible, mais c'est pour qu'on ait la possibilité d'avoir une discussion collective. Et je vous remercie de vous être plié à l'exercice qui était, je vois bien, pas facile. Alors, je donne la parole à Claudine Ducastel, si vous en êtes d'accord. Bien, donc l'association dans laquelle nous sommes un certain nombre dans la salle ici à travailler est une association mémorielle de création tardive, un peu moins tardive que la vôtre, madame, mais qui est de 1996. Donc une période assez récente par rapport à la période de la Seconde Guerre mondiale qui nous occupe. Et nous travaillons sur donc 2 convois spécifiques dont on a parlé ce matin dans la politique des otages, qui est le convoi de juillet 1942, dit des 45 000, et le convoi du 24 janvier 1943, les femmes de ce convoi, dit des 31 000. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit ce matin, mais le convoi du 6 juillet 1942 est donc le 3e convoi d'otages parti de Compiègne. Sur 1175 hommes s'y trouvaient plus de 1000 communistes, 52 juifs qui étaient les juifs qui restaient dans le camp C de Compiègne. Et lorsqu'on a vidé le camp C de Compiègne, on a ajouté ces 52 juifs aux déportés politiques. Ce sont donc des otages, des politiques en grande majorité, et déportés à Auschwitz-Birkenau. Sur les 1175 hommes, il en est rentré 119. Donc un taux de mortalité extrêmement élevé pour un convoi de politique, mais qui est lié à la destination dans laquelle ils ont été et au traitement qui était subi à Auschwitz-Birkenau. En ce qui concerne le convoi des femmes, le convoi du 24 janvier 1943, 230 femmes, une large moitié résistante communiste, avec des responsables importantes, notamment de l'Union des jeunes filles de France, le nom de Danielle Casanova, de Marie-Claude Vaillant-Couturier, et de résistantes intellectuelles comme Hélène Solomon-Langevin, Maï Politzer et l'écrivain Charlotte Delbo. Elles ont été arrêtées comme otages, transférées à la santé au fort de Romainville. On l'a indiqué ce matin, le fort de Romainville étant aussi devenu une réserve d'otages. Et ce sont des femmes dont la vie est liée à la politique des otages, non seulement par rapport à leur propre destin, mais aussi par le fait que plus de 60 d'entre elles ont eu un mari, un frère, un compagnon qui a été fusillé, et pour la plupart d'entre eux, avant qu'elles ne partent à Auschwitz, et qu'elles ont aussi eu des proches qui sont partis dans des convois de déportation. Sur les 230 femmes, il en est rentré 49. Le convoi du 24 janvier a beaucoup marqué l'histoire d'Auschwitz, parce que ces femmes sont rentrées à Birkenau en chantant la Marseillaise, ce qui, dans ce lieu, était parfaitement incongru. Ce sont 2 convois sur lesquels on ignore encore beaucoup de choses, notamment sur leur parcours à l'intérieur du camp, qui doit avoir quelque chose à voir avec le fait qu'ils aient été otages, mais par exemple, les 45 000 ont été en quarantaine au bloc 11. On ne sait toujours pas pourquoi ils ont passé plusieurs mois là, ou les 31 000 ont été en quarantaine pendant 1 an. Donc des convois sur lesquels on ignore beaucoup de choses. Et ce sont des convois qu'on a connus très tardivement. On les a connus très tardivement parce que, quelque part, ils ne rentraient pas dans les cases qui étaient les cases dans lesquelles on pouvait raccrocher un certain nombre de victimes à la sortie de la guerre. C'était des otages, mais des otages déportés. Dans la mémoire collective, on était effectivement plutôt sur la mémoire des otages fusillés, exécutés. Et c'était des politiques à Auschwitz-Birkenau, donc une destination qui n'était pas la destination des politiques.
Et puis, peut-être d'autres raisons aussi sur cette méconnaissance des convois, c'est de par le positionnement peut-être des rescapés eux-mêmes sur ces convois. C'est-à-dire que leur conscience de militants politiques arrivant à Auschwitz et étant au cœur de la solution finale de la question juive, ils se sont sentis un devoir de raconter ce qu'ils y ont vu, peut-être plus au début que ce qu'ils y ont vécu eux-mêmes. Si on prend l'ouvrage de Charlotte Delbo, aucun de nous ne reviendra, les premières pages absolument extraordinaires de cet ouvrage, elle décrit l'arrivée d'un convoi de juifs qu'elle voit, elle, en partant dans un commando de travail. Marie-Claude Vaillant-Couturier, au procès de Nuremberg, elle veut témoigner pour tous ceux qui ne peuvent plus parler. Donc, une espèce de responsabilité qu'ils se sont donnée par rapport à ce qu'ils avaient vu, et ce qu'ils avaient vu notamment de la solution finale de la question des Juifs d'Europe. Et puis, à leur retour aussi, ils ont continué leur travail de militants et ils se sont investis dans des associations mémorielles. Prenons l'Amicale d'Auschwitz, ils ont été à l'origine de la création de l'Amicale d'Auschwitz, la FNDRP. Et quelque part, ils se sont investis sur des mandats beaucoup plus larges que l'histoire de leur convoi. Et donc, l'histoire de leur convoi n'a pas été pour eux une priorité. Et puis, on peut se dire aussi que le niveau de connaissance sur les caractéristiques des convois, puisque le travail d'historien n'avait pas encore été fait, était tel qu'il était difficile, finalement, de réfléchir sur ce qu'étaient ces convois par manque de connaissances. La première rencontre, c'est une anecdote, mais la première rencontre des survivants au retour, qui a été en 1960, donc là aussi assez tardive, ils ont publié 3 motions, une sur contre le réarmement de l'Allemagne, une deuxième sur la paix en Algérie, et une troisième sur le soutien aux emprisonnés par le régime fasciste espagnol. Donc on voit bien qu'ils se sont là encore comportés d'un point de vue militant, alors que c'était la première fois qu'ils se retrouvaient en tant que survivants des convois. Donc pour commencer à appréhender une connaissance un peu globale de l'histoire de ces convois, il a fallu attendre l'ouvrage de Charlotte Delbo, Le convoi du 24 janvier, qui est paru en 1965, donc là aussi 20 ans après la fin de la guerre, qui est un ouvrage d'écrivain, qui n'est pas un ouvrage d'historien, même si cet ouvrage comporte des dimensions sociologiques, historiques et politiques, mais c'est un ouvrage d'écrivain. Et sur le convoi du 24 janvier, il reste un travail d'historien à faire, 2 minutes. Et ensuite, le travail pour le convoi des 45 000, le travail de Roger Arnoux, qui, en 1980, partage de premières hypothèses sur les particularités de ce convoi et qui en fait part aux rescapés en 1980. Voilà. Et ce travail, donc, aura été ensuite repris, approfondi, développé par Claudine Cardon, qui en a fait une thèse et un ouvrage paru en 1997. Donc, là aussi, un ouvrage tout à fait essentiel, mais un ouvrage tardif. Ce déficit de connaissances fait que finalement ces 2 convois, ils ont été absentes de la mémoire collective pendant une longue période, y compris de la mémoire du Parti communiste et des jeunesses communistes, alors que, je le rappelle, il y avait plus de 1000 communistes et que ces convois, que ce soit le convoi des femmes ou que ce soit le convoi des hommes, ont été des coups très durs portés à la résistance communiste et à des militants de la première heure. J'ai encore 1 minute ? Bien. Donc, nous, aujourd'hui, notre travail mémoriel, il est de faire en sorte que ces convois, ils prennent leur place dans cet univers mémoriel et historique des politiques de répression de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai qu'on est heureux d'être là aujourd'hui, parce que cette journée qui a une entrée sur la politique des otages permet aussi de parler des otages déportés. Et donc, par rapport, nous, à notre travail mémoriel, on essaie de faire vivre ces convois à la fois dans des lieux où ils sont passés, y compris à Auschwitz, ce qui n'est pas forcément évident, donc y compris à Auschwitz, et dans des lieux de répression comme Caen, pourquoi pas le Mont Valérien, etc. Donc, on reviendra peut-être après sur les enjeux, ce qui était le thème de cette mémoire, c'est-à-dire en gros les enjeux de ce qui nous attend et les dangers des assimilations. De l'assimilation. Donc ça, je peux m'arrêter là pour l'instant.
Merci beaucoup. Et donc, je propose à Gilbert Garel de bien prendre la suite. Bon, bonsoir à toutes et à tous. C'est ce que je n'ai pas encore l'occasion de saluer. Alors, est-ce que je dois présenter l'Institut d'histoire sociale? Un petit mot quand même sur l'Institut d'histoire sociale de la CGT. L'association fondée en 1982, créée en 1982 par la Confédération générale du travail, avec comme premier président Georges Segui, avec une double ambition. Je crois la première, c'est préserver, collecter, classer, conserver et travailler sur la communication des archives de la CGT. Et là, il y a quand même un gros travail à faire. Et je trouve que les interventions des historiens ce matin ont permis de nous faire mesurer l'intérêt des archives. Et la deuxième, c'est quelque part faire un petit peu d'éducation populaire et créer les conditions de travailler sur le mouvement social, sur le mouvement ouvrier français, et puis sur l'histoire de la CGT, en priorité, bien entendu, de nous adresser aux syndiqués de notre organisation, mais aussi ouverte sur le monde et largement ouverte sur le monde dans nos travaux, avec une particularité qui n'existe dans aucune organisation syndicale aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul institut d'histoire sociale dans le monde syndical, voilà, aujourd'hui. Il y a un institut de recherche à la FSU, mais qui n'a pas du tout la même vocation. Et puis, nous travaillons en collaboration permanente avec des universitaires, que ce soit professeurs, chercheurs, historiens, mais aussi sociologues, etc. C'est toute l'originalité de ce regard croisé entre un militant syndical portant un intérêt à l'histoire et puis le travail d'historien, qui est un vrai métier. Et j'en profite, comme disait Madame Picard-Niles, je n'ai pas la prétention d'être historien, je suis militant syndical, je suis avant tout un cheminot, mais pas un historien. Par rapport au sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, et ce matin, dans les interventions, j'ai entendu une fois syndicaliste, Louis Poulès, et j'ai entendu 2 fois le mot syndicaliste dans la bouche de Thomas Fontaine. Voilà. Et après, j'ai entendu juif communiste. C'est-à-dire que hâtons-nous, nous, les syndicalistes, devons-nous avoir la parole? Et y a-t-il une réalité dans cette politique des otages de victimes purement syndicales, etc. Moi, je pense que dans le vivier qui s'est constitué, et c'est Serge Volikov qui le disait, ce vivier s'est constitué déjà très tôt. Voilà. Il y a eu des premières arrestations dès 1939, on le sait. Arrestations de militants syndicaux, arrestations de militants communistes, souvent les deux, voilà, on va se dire les choses, avec des déportations, notamment dans les camps de Bossuet, etc., en Afrique du Nord, c'est-à-dire un éloignement de personnalités qui étaient considérées comme dangereuses idéologiquement, pour lesquelles il y avait un souhait. Et on est sous le gouvernement Daladier, là. On n'est pas ni en temps d'occupation allemande, ni sous le régime de Vichy. Ça part de très très tôt, quoi. Voilà. Dès que Daladier veut, comme il a écrit, j'ouvre les guillemets, remettre la France au travail, voilà, il y a déjà des mouvements de grève en novembre 1938 qui sont durement réprimés par des arrestations, par des révocations, avec des charges de police, etc. Ce qui signifie que déjà, on identifie des personnalités dans le mouvement syndical, bien entendu dans le mouvement politique, des personnalités qui sont considérées comme dangereuses par le régime en place. Voilà. Deuxième élément, suite du pacte germano-soviétique, il y a des militants de la CGT qui sont exclus de la CGT. Voilà. C'est un peu une particularité quand même, parce qu'on a un parti communiste qui est interdit, voilà, avec des élus communistes qui sont destitués, et puis on a dans une autre organisation syndicale, on a des militants qui excluent d'autres militants. Voilà. Et quelque part, par cette exclusion, on va dire qu'ils les mettent en lumière, comme des opposants. Voilà. Alors bien entendu, dans l'étude historique et puis dans
Quand on étudie nom par nom, etc., toutes ces personnalités qui ont été internées, qui après sont passées du statut de prisonnier au statut d'otage, hein, on se rend compte qu'il y a une accointance forte avec le Parti communiste français. Forcément, ce sont des militants issus de la CGTU, même si, contrairement à ce qu'on me passait, toute la CGTU n'était pas constituée de communistes, que de communistes. Quoi. Voilà, bien plus compliqué que ça, mais quand même, il y a une forte dominante communiste à la CGTU. À partir de 1934, les militants et les unitaires créent les conditions d'une réunification dans un compromis où ils avalent leur chapeau sur beaucoup de points quand même, quoi, mais ce sont des compromis pour créer les conditions de l'unité syndicale. Et puis, dès 1938, déjà, ils commencent à être dans le collimateur, et dès 1939, ils sont exclus de la CGT. Voilà. 2 minutes. C'est terrible. Mais, et je crois que ce regard sur ces syndicalistes est important à avoir. D'autre part, même s'ils sont communistes, dans leur responsabilité syndicale, ils jouent un rôle très particulier. Par exemple, quand on regarde un petit peu les internés au camp de Choiseul, et puis parmi les fusillés, on se rend compte qu'un grand nombre sont des militants du textile, sont des militants cheminots, sont des militants du bâtiment, c'est-à-dire que c'est des secrétaires généraux de syndicats, secrétaires généraux d'union locale, des secrétaires généraux d'union départementale. Daniel Tartakovsky, qui a travaillé sur la question du syndicalisme sous la botte avec nous, repère à peu près 38 secrétaires généraux d'union départementale qui sont issus de la CGTU. Et y compris quand la CGT est dissoute officiellement, la loi qui dissout ou le décret qui dissout la CGT ne dissout pas en même temps les UD et les UL. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même encore un peu de temps, hein, jusqu'à la charte du travail pour qu'on en arrive là. Et ils continuent à militer. D'autre part, il y a dans les premières VO clandestines des écrits forts de Benoît Frachon qui appellent à la reconstitution des syndicats, qui appellent à l'unité des travailleurs, etc. C'est-à-dire que ces militants syndicaux, dans le cadre de leur engagement syndical, représentent un vrai danger, au-delà du fait que, bien entendu, la plupart d'entre eux sont communistes, mais pour à la fois le gouvernement, enfin, le gouvernement de Vichy, et pour les forces allemandes, ça représente un danger. Dernier élément, y compris dans les actes de sabotage et les actes de résistance. Sur qui on va s'appuyer pour saboter des voies ferrées, quoi. Voilà. On ne va pas s'appuyer sur des maçons, hein. On va s'appuyer sur des cheminots. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte quand même que dans le mouvement syndical cheminot, voilà, et on aura les mêmes choses dans la métallurgie, dans les usines d'armement, etc. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des militants syndicaux pour créer les conditions de ces actes de sabotage. Dernier point, les militants syndicaux dans leur entreprise ont eu un rôle énorme dans la construction de la résistance. Voilà. Quand on lit le livre de Robert Arnault, où il explique, lui qui n'a pas été détecté, où il peut retourner dans l'entreprise, etc., où il explique comment petit à petit il gagne à l'esprit de résistance chaque cheminot qui l'entoure. C'est un travail certes de fourmi, mais qui aboutit quand même à la grève du 10 août 1944. Voilà. Donc ce travail-là a quand même apporté ses fruits. Dernier point, mais vraiment dernier, mais en termes d'anecdote, vous voyez, depuis ce matin, on parle d'otage. Voilà. Et on sait ce que signifie le mot otage quand on en parle aujourd'hui, quoi. Voilà. Je vous en prie, quand il y a les grèves des cheminots et qu'on dit qu'on prend en otage les voyageurs, interdisez qu'on utilise ce mot. Voilà. Bien, et puis, comme c'est quand même la Fondation Gabriel Péri, il me semblait qu'on pouvait finir cette table ronde par un propos sur Gabriel Péri à quelques semaines du 80e anniversaire de sa mort. Alexandre Courban. Merci Guillaume. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisatrices et les organisateurs de m'avoir invité pour évoquer un travail publié il y a 10 ans
ce livre donc, mais qui a une histoire encore plus ancienne et j'y reviendrai. Et dans la commande qui m'a été faite, ou en tous les cas telle que je l'ai compris, il s'agit d'une certaine façon de vous inviter dans l'atelier du chercheur, ou plus exactement dans ce qui était l'atelier du chercheur, puisque pour que les choses soient claires, je suis certes historien de formation, mais éloigné du champ de la recherche, que ce soit le CNRS ou l'université, depuis 10 ans maintenant, puisque je travaille dans le milieu culturel. Par ailleurs, je suis également élu, je suis conseiller d'arrondissement communiste du 13e arrondissement donc de Paris, où j'ai entre autres comme délégation les questions de mémoire, et j'ai fort apporté celle-ci. Et lors du dernier conseil d'arrondissement, on a défendu un vœu qui doit passer cette semaine au conseil de Paris, en hommage à un étudiant qui a été Claude Lallet, fusillé à Châteaubriand, mais dont le nom n'existe pas dans l'espace public parisien, ou tout au moins n'existait pas, puisque dans les mois à venir, il existera, puisque le vœu sera adopté. Je revendique donc devant vous aujourd'hui, en tous les cas, une certaine liberté de parole dans ce que je vais vous raconter, et qui n'engage évidemment que moi, rassurez-vous. Ce livre-là que je vous ai présenté tout à l'heure, donc c'est la première biographie écrite par un historien qui avait comme intention évidemment de contribuer à prolonger la mémoire de Gabriel Péri, qui, rappelons-le, a été fusillé comme otage à l'âge de 39 ans le 15 décembre 1941 au Mont-Valérien. Alors on pourrait se poser deux questions, et bien plus, mais en tous les cas, la première, c'est pourquoi faut-il attendre 2011 pour qu'une biographie sur Gabriel Péri soit publiée? Et la deuxième question, que je me pose à la fois à moi-même et en même temps à vous, est-il bien raisonnable de s'attaquer à un mythe? Première question, ou en tous les cas, pourquoi il faut attendre aussi longtemps pour que la biographie soit publiée? Ce qui est certain, c'est que cet ouvrage-là n'aurait pas vu le jour sans le soutien de la Fondation Gabriel Péri. Autrement dit, si la Fondation Gabriel Péri avait fait le choix de s'appeler Marcel Cachin ou Paul Vaillant-Couturier, ce livre-là n'existerait probablement pas. Quand je dis qu'il n'existerait probablement pas, c'est que c'est un ouvrage que j'avais présenté à des éditeurs et qu'ils m'ont tous refusé, considérant que c'était d'un intérêt sinon limité, en tous les cas très restreint. Et parmi celles et ceux qui ont joué un rôle essentiel dans la faisabilité de ce livre, il y a entre autres Michel Mazot, ancien directeur de la Fondation Gabriel Péri, que je tiens ici à remercier. Si on remonte un peu plus le fil, tout commence en fait, pour moi, et donc dans l'histoire de ce projet d'histoire, au début des années 1990, à l'époque on faisait encore des mémoires de maîtrise et non pas des masters, où pour de multiples raisons, je m'aventure sur le terrain de Gabriel Péri, et là, bien m'en prend, puisque je me vois plus ou moins poliment ou habilement refuser l'accès à un certain nombre d'archives. Et pas des archives, anodines ou périphériques. Non, je me vois refuser, par exemple, l'accès aux témoignages sur lequel un historien a établi un de ses articles en 1984, portant donc la responsabilité du Parti communiste français dans l'arrestation de Gabriel Péri, donc témoignage qui me sera interdit pendant une longue période. Et puis par la suite, quand surgissent des archives personnelles de Gabriel Péri, et entre autres le journal qu'il a probablement tenu lorsqu'il était incarcéré à la Santé, entre le 18 mai 1941 et le 14 décembre 1941, comme vous l'imaginez, je tends à entrer en contact avec celui qui a le document pour pouvoir travailler dessus. Et là, à nouveau, on m'explique plus ou moins poliment que ce n'est pas la peine d'y compter, que je n'y aurais pas accès. Et je me souviens encore du coup de téléphone que j'ai passé à mon directeur de thèse de l'époque, où je lui explique que je sors d'un rendez-vous compliqué, que je n'aurai pas accès à ces archives-là, et que donc le projet de thèse biographique sur Gabriel Péri est nul et non avenu, et donc il va falloir trouver un autre sujet, ce qui sera le cas, mais ce qui n'est pas l'objet de l'entretien aujourd'hui. Il faudra pour que les choses soient relancées, d'une part, un autre anniversaire
il y a 20 ans, maintenant, les choses passent, en 2001, où entre autres, avec le soutien de Pierre Laurent, déjà, qui à l'époque était à la rédaction du journal L'Humanité, on organise entre autres une table ronde au siège du journal à Saint-Denis, qui va mettre autour de la table des chercheurs qui ont une opinion différente, ou en tous les cas qui interprètent différemment les faits, entre autres sur l'arrestation de Gabriel Péry. Et j'ai une pensée aujourd'hui évidemment émue à l'égard de Roger Bourderon, aujourd'hui disparu, qui avait fait un travail très important, en tous les cas pour moi, sur ce sujet. Et puis, comme vous l'aurez compris, c'est l'existence de la Fondation Gabriel Péry qui va me permettre de relancer ce chantier qui était dans les cartons. Puisqu'à défaut de pouvoir faire une thèse, compliqué de soutenir devant un jury universitaire qu'on sait que des archives existent mais qu'on n'y a pas accès, ce monde-là a ses usages qui respectent un certain nombre de choses, mais pas tous. Pour un livre, c'est beaucoup plus facile. On peut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est la raison pour laquelle j'avais initialement décidé d'ouvrir le livre par un chapitre consacré à la mémoire. Pour des raisons éditoriales, le chapitre est à la fin, mais enfin, comme j'expliquais à mon éditeur de l'époque, on a le droit de commencer par le dernier chapitre et de reprendre ensuite par le premier. Chacun lit comme il le souhaite. Et où là, on croise des grands noms, si je peux me permettre. Et c'est là où on comprend que s'attaquer à Gabriel Péry est peut-être un peu plus compliqué que ça. On croise Alberto Giacometti, on croise Louis Aragon, on croise Elsa Triolet et d'autres encore. Pour des raisons évidentes et parce que on considère que les lecteurs et les lectrices sont des personnes intelligentes, parce qu'on s'inscrit également dans une tradition d'éducation populaire, on a souhaité publier en annexe de l'ouvrage un certain nombre de textes, soit tous les poèmes écrits en hommage à Gabriel Péry ou même un certain nombre de mémoires publiées dont on pouvait disposer. Par la suite, mais le temps imparti m'empêche de développer plus, et puis c'est probablement pas ce qui est le plus intéressant. Par la suite, j'ai fini par avoir accès partiellement à ces archives qui m'étaient interdites, quand bien même, de mon point de vue, elles ne révolutionnent pas ce que j'avais écrit jusqu'à présent. Alors, pour essayer, non pas de conclure, mais d'ouvrir le débat, est-ce qu'il est bien raisonnable de s'attaquer à un mythe? Ça, je vous laisse la réponse, je me garderai bien d'y répondre. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'en travaillant sur Gabriel Péry, on soulève tout un tas de questions et tout un tas d'ombres. Travailler sur Gabriel Péry, c'est s'intéresser au parcours d'un journaliste qui traite des relations internationales pendant 15 ans et qui n'est jamais évincé de ses responsabilités au journal L'Humanité. Travailler sur Gabriel Péry, c'est s'intéresser à la fois à l'Internationale communiste en tant qu'organisation et à l'URSS en tant que pays et à la confusion qu'il a pu exister peut-être, tel est mon point de vue, chez un certain nombre de militants qui, pensant protéger l'Internationale communiste, ont d'abord défendu l'URSS et rarement inversement. Travailler sur Gabriel Péry, ça nécessite aussi de dire 2 ou 3 choses sur sa vie privée, non pas dans une envie de dévoiler des choses intimes, mais parce que parfois, par la suite en particulier, on peut instrumentaliser la vie privée d'un homme qui plus est décédé. La veuve officielle de Gabriel Péry s'est vue propulsée députée de Seine-et-Oise, quand bien même elle ne souhaitait absolument pas exercer ces responsabilités-là, mais il y avait d'autres enjeux. Enfin, travailler sur Gabriel Péry, c'était aussi discuter d'un certain nombre de soutiens particuliers qu'il pouvait avoir. Compliqué pour un dirigeant communiste de revendiquer le soutien des anarchistes en 1923 quand il est emprisonné à la Santé. Compliqué pour un dirigeant communiste au cœur de la période classe contre classe de revendiquer le soutien de la section socialiste d'Argenteuil qui appelle à voter pour lui au second tour et qui fera que Gabriel Péry va devenir député d'Argenteuil-Besançon, l'un des 10 rescapés de la Bérésina des élections législatives de 1932. Bref, vous comprendrez bien que travailler sur Gabriel Péry, c'est aussi d'une certaine façon dessiner, et je terminerai là-dessus, un communiste idéal. Et un communiste idéal qui doit plaire à tout le monde.
C'est-à-dire, il doit plaire aux militants, il doit plaire à l'organisation et il doit plaire aussi à celles et ceux qui, quand bien même ils ne sont pas communistes, mais qui d'une certaine façon souhaiteraient l'être à condition que le Parti communiste leur ressemble à eux et pas que eux ressemblent au Parti communiste. Voilà, tout ceci rend les choses un peu compliquées. Et je terminerai, si vous me permettez, mais vous ne pouvez pas me le refuser, par une citation d'Elsa Triolet, extraite du monument paru en 1957, qui dit ceci. « Combien de temps ont-ils discuté à Paris pour le monument à Gabriel Péri sur cette question du veston ? Les gens de goût ne voulaient de veston à aucun prix. Les engagés ne voulaient pas d'un Péri abstrait. Ils ont discuté jusqu'à ce que la politique ait tourné et que le conseil municipal refusa tout emplacement pour un communiste. » Je vous remercie. Bien, eh bien, malgré tout, je suis content parce qu'il nous reste du temps pour discuter avec vous et donc c'est le moment de ne pas me faire l'affront de ne rien dire. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de prendre la parole si vous avez des remarques et des suggestions. Et en attendant, vous signaler qu'il existe en ce moment une exposition au Musée de la Libération de Paris autour de Giacometti et Roll Tanguy et que justement cette question du projet de monument, de statue de Gabriel Péri par Giacometti y est évoquée et qu'on a d'ailleurs une petite à la maquette voilà, de cette statue qui n'a pas pu voir le jour de Gabriel Péri par Giacometti. Peut-être aussi indiquer normalement on a une image qui nous est transmise par Claudie Basile-Lederman et peut-être qu'on peut la projeter puisque vous nous avez envoyé une image. Elle y était tout à l'heure. Ah mais alors c'était magnifique, pardon. Mais peut-être que vous pouvez la présenter, peut-être, ce document. C'est l'extrait d'un tract diffusé en mars 1944 par l'UJRE dans toute la France. La source a été présentée, explicitée. Simplement rappeler que l'UJRE, créé en avril 1943, en rassemblant tous les mouvements dans toute la France de résistance civile et armée des juifs communistes, avait suivi l'exemple du CNR et d'autres qui étaient une union. Donc l'UJRE était là pour la première fois rassemblait des juifs immigrés et des juifs français. C'est d'ailleurs elle qui a été aussi une des initiatrices de la création du CRIF. Vous vouliez prendre la parole, c'est ça, au fond ? Non, j'ai cru. Ah pardon. Ils sont venus en France, ces juifs immigrés, de tous les coins de l'Europe orientale et centrale, traqués et pourchassés dans leur pays. Ils savaient qu'il existait un pays, une terre séculaire d'asile et d'hospitalité, la France sur ce vieux continent. Ils s'y sont réfugiés et pour la première fois de leur vie peut-être, ils ont respiré un air de liberté et de dignité humaine. Alors le président Volikov veut dire un mot et puis nous avons également une... Non, je ne veux pas dire un mot, je veux poser une question dans la suite à Claudie qui a dit que tout à l'heure, elle en parlerait peut-être parce qu'elle n'a pas eu le temps, etc. Je voulais lui poser la question suivante qu'on a évoquée déjà ce matin à propos des otages juifs et poser la question si même à l'intérieur du mouvement mémoriel de l'UJRE et même de l'association Émergie-MOI, à propos de la mémoire des juifs communistes, la question des juifs considérés comme otages, et en plus des juifs français constitués comme otages, a été appréciée à la lumière des recherches qu'on a évoquées ce matin. J'ai l'impression, mais c'est peut-être une impression fausse, que souvent, à propos de la MOI d'un côté et à propos des juifs, la section juive de la MOI, on a considéré presque par définition qu'ils étaient communistes, mais sous le coup de ce qu'on pourrait appeler la campagne antisémite, la campagne de l'occupant, la campagne pétainiste aussi, on a été amené à considérer que la question des juifs communistes, c'était essentiellement une question de juifs étrangers.
Hein, voilà. Et donc, et encore maintenant, tu prends l'extrême droite française à l'heure actuelle. Je ne vais pas revenir parce que j'enfonce le clou. Et je pense qu'il faut y aller pour montrer toute l'ignominie des propos à ce sujet, puisque justement les listes d'otages et les rafles, même de l'été, de l'automne 41 à Paris, vont constituer un vivier d'otages juifs communistes, ou ainsi entendu, juifs communistes français, pour justement en faire des otages. Voilà ma question. Peut-être qu'on prend plusieurs questions si ça vous. Parce que j'ai vu qu'il y avait une demande. Pas de réponse immédiate. Non. Mais juste, il y avait une deuxième demande de parole un peu derrière, si je ne m'abuse. C'est vous, madame, c'est ça. Voilà. De rouge masqué. Non, vous allez me gronder parce que c'est un piratage du colloque. Je ne voudrais pas qu'on quitte ce lieu, le Sénat, sans rendre un hommage à un sénateur du Val-de-Marne qui s'appelait Charles Lederman. Parce que je demande aux historiens, parce que c'est rarement dit, de répéter que si Monseigneur Saliège à Toulouse a fait une déclaration sur les Juifs sont des hommes, etc., c'est parce que Charles Lederman avait été le voir avant. Et il avait fait, Claudie corrige si je ne dis pas bien, il avait fait, Saliège lui avait demandé de lui donner sa parole que c'était vrai, et il lui avait dit, si c'était vrai, je ferai une déclaration demain à Toulouse. En fait, moi, j'avais quand même une question, une remarque pour Gilbert Garel. Oui, mais je le retire. J'avais une question, une remarque pour Gilbert Garel, parce que, évidemment, le Parti communiste, les Atriolets, le Parti des fusillés, on n'a pas l'équivalent pour la CGT. C'est vrai que c'est cette question, dans la mémoire collective, j'ai l'impression qu'elle prend une place un peu différente. Et que quand il y a une double casquette syndicale et politique, dans la mémoire, la casquette politique prend le dessus sur la mémoire syndicale. En même temps, il faut reconnaître que c'est aussi compliqué par l'évolution de la centrale déchirante, compliquée pendant la guerre, parce qu'il y a René Belin, il y a tout ça. Donc évidemment, forcément, ça rend aussi plus compliqué ce genre de choses. Et en même temps, et c'est puisqu'on était sur la question de la mémoire, quand on change de focale et qu'on arrive à la vie un peu réelle, si je peux dire telle qu'elle est vécue, moi j'ai travaillé sur l'usine Hispano-Suiza, qui est une usine d'aéronautique qui était dans l'implantation principale était dans l'ouest parisien, donc à Bois-Colombes. Et qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit que tous les ans, il y a une cérémonie qui est organisée en hommage à la résistance. J'élargis un peu par rapport à la question des otages. Et que ceux et celles qui l'animent, enfin ceux qui l'animent, surtout des hommes, en fait, c'est d'abord la CGT. Et donc, en fait, il me semble que, à travers ce petit point de détail-là, il me semble que dans la manière de faire vivre, si je puis dire, la mémoire de la résistance, la CGT me semble avoir joué quand même un rôle assez important, ne serait-ce que par la puissance de son implantation et par le fait que de nombreux syndicalistes au lendemain de la guerre qui sont implantés et toujours présents dans les usines contribuent à faire vivre. Ce qui fait que dans la mémoire, je pense quand même que la CGT joue un rôle qui est très important. Mais je voulais peut-être voir, c'était comme ça une question un peu pour t'amener un peu dans ce sens-là. Mais évidemment, il y a d'autres questions aussi. On va prendre une troisième dans l'élan. Et puis s'il n'y a pas d'élan, si, voilà, l'élan est là. Alors une troisième question, et puis après, chacun répondra. Sachant que vous êtes aussi auto-tendu des perches parfois, et que vous avez le droit de les reprendre, même si elles ne sont pas... Moi, je veux bien dire 2-3 mots à partir d'un vécu sur à la fois ce qu'on a dit ce matin par rapport aux fusillés, notamment les fusillés du début de 1942, qui ont expliqué qu'il n'y avait plus de fusillades de masse, mais par petits groupes dispersés, etc. On a l'exemple à Châteaubriand. On parle, les 27 sont connus, globalement. Ce qui est un peu moins connu, peut-être, c'est les 9 de la Blisière, bien qu'on en parle, parce qu'eux, ils ont été fusillés le 15 décembre, et c'était une majorité de syndicalistes,
communistes et syndicalistes. Et alors, moi, sur la transmission de la mémoire du mouvement ouvrier, des militants cégétistes, oui, il est vrai que ce qui prime souvent, c'est leur appartenance au Parti communiste. Et ils sont comptabilisés comme tels, reconnus comme tels. Il n'empêche que nous avons en Loire-Atlantique un comité de l'Amicale, qui est le comité des fusillés de Nantes et de Châteaubriand, de Nantes et du Mont-Valérien. Et nous avons ajouté il y a quelques années et de la résistance en Loire-Inférieure pour ne pas se faire piéger sur un certain nombre de questions déjà, et ce qui nous a permis, nous, d'enrichir notre travail. Et je rejoins par rapport aux syndicalistes. Chaque année, depuis le 60e anniversaire des fusillades du procès des 42, nous rendons hommage devant les plaques mémorielles à la Maison des syndicats à près de 120 syndicalistes CGT qui ont été soit fusillés, soit déportés, soit massacrés de la résistance. Et j'étais parti sur cette idée, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout. Dans le camp de Choiseul, il sert à la fois les 27, les 9 du 15 décembre, mais ensuite, effectivement, au début de février à mai 42, si je me souviens bien, des jeunes communistes, juifs et communistes, sont appelés un par un ou deux par deux, voire trois maximum, et ils doivent être 10 ou 12, si je me souviens bien, en tout. Ils sont fusillés par petits paquets. On les amène au champ de tir du Bel à Nantes et on les fusille. Et nous travaillons depuis maintenant quelques années pour réhabiliter, pour faire connaître et pour aussi leur rendre hommage. Ils ont été en plus dispersés dans des cimetières de petits villages de la Loire-Atlantique, comme toujours, là où il n'y avait pas de possibilité de se rendre par chemin de fer à l'époque. Voilà ce que je voulais préciser en liaison avec nos débats de ce matin. J'ai vu 3 demandes de parole, donc on peut le... Parce que ça fait jamais que... Bon, allez, faisons encore deux, puis on revient après. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pour Alexandre Courban et une pour Gilbert Garel. Pour Gilbert Garel, est-ce qu'il y a, et sous quelle forme, des commémorations des victimes de la répression de la grève des mineurs du printemps 41 ? Et pour Alexandre, je suis désolée d'avouer mon ignorance, qu'est-ce que c'est le mythe Gabriel Péri ? Alors, les réponses seront chronométrées aussi. Hein, une dernière, après on revient. Hein, j'ai vu. C'est à moi. Moi, c'est une question, mais peut-être une perche. Enfin, voilà, je saisis une perche puisqu'on en a parlé tout à l'heure, tout en étant pour prolonger et répercuter ce qu'a dit Claudie tout à l'heure concernant. Et j'ai une question peut-être plus large aussi sur la transmission, mémoire, transmission, recherche. Et le questionnement, puisqu'on a décidé, enfin, on est en train de travailler sur un projet mémorial qui est de transmission, qui est un musée virtuel de l'histoire des résistants de la section juive de la main-d'œuvre ouvrière immigrée. Alors, c'est un petit peu long comme titre, mais vous voyez qu'autour de ça, effectivement, c'est ce que Claudie a abordé. C'est que concrètement, on est engagé dans cette volonté de transmettre cette histoire, transmettre, comme on a dit pour Chateaubriand, pour le Mont-Valérien, aux plus jeunes maintenant, puisque les
les acteurs ne sont plus là, les derniers témoins, et on en a parlé, sont partis. Mais effectivement, il y a un questionnement plus, je dirais pour moi, plus global et plus général, et c'est pour tout le monde, je pense, c'est effectivement l'articulation entre, pour ceux qui ne sont pas des historiens, mais qui travaillent à cette transmission et à cette mémoire, et l'articulation avec le travail des historiens, le niveau auquel on se situe, comment on se complète, comment on se projette pour l'avenir dans un travail qui va venir encore amplifier la richesse de cette transmission. Voilà. Bien, peut-être qu'on peut commencer par par Claudie Basile-Derban. Oui. Je ne peux que souscrire à ce que dit Maryse, mais pour essayer de répondre à Serge. Pardon ? Vous travaillez ensemble ? Ah ben, un petit peu. Un petit peu. Pour essayer de répondre à Serge, par rapport aux otages étrangers, otages français. Nous travaillons essentiellement, et tu le sais bien, sur le secteur juif de la MOI, c'est-à-dire les étrangers, les juifs étrangers. Tout à l'heure, j'ai souligné que chaque fois que le 15 décembre, nous rendions hommage à tous aux fusillés du 15 décembre, nous soulignons systématiquement que nous rendons hommage à tous les otages, juifs ou non, et à tous les résistants, juifs ou non. Parce que nous ne faisons bien sûr, et nous incluons le combat des juifs étrangers communistes dans le combat de la résistance nationale. D'ailleurs, ils ont joué un rôle énorme dans cette résistance civile et armée, et c'est pour ça que nous pensons qu'elle a été occultée, que nous essayons de la faire connaître. Tout à l'heure, Serge, tu as évoqué tout à l'heure Raïski et son édito dans la Neue Presse, un quotidien en yiddish, prémonitoire, qui dès 1939, après le pacte germano-soviétique, avait dit, maudit, c'est un édito très connu, très long, maudit soit ce nom Adolf Hitler, il périra par là où il a agi, et il appelait tous les immigrés à s'engager pour défendre la France, et ce qu'ils ont fait d'ailleurs dans leur immense majorité. Ces immigrés, quel que soit leur pays d'origine, avaient pratiquement tous connu le fascisme et savaient ce qu'est le nazisme, pour beaucoup. Donc ils savaient quels étaient les dangers qui menaçaient et les juifs et les non-juifs. Et d'ailleurs, ils ont réagi beaucoup plus rapidement que les juifs français, qui, dans leur majorité, au départ en tout cas, avaient gardé confiance dans les institutions républicaines de la France et ne pensaient pas que Vichy pourrait collaborer directement et si vite avec les nazis. Et il faut dire aussi que les juifs français ont été moins ciblés que les juifs étrangers dès le début. Et à propos des otages, je voulais simplement rappeler ce que dans son livre dans le livre des otages, qui est une somme que Klarsfeld a publiée en 1979, dans lequel il recense tous les otages, juifs et non-juifs, publiés entre 1941 ou 1942 en France. Il commence ainsi son livre, rendre aux otages, parmi lesquels de nombreux juifs communistes, initiateurs de la résistance armée, l'hommage qu'ils méritent. Donc c'est voilà. Et dans ça, c'est dans le livre et dans la brochure, dans une brochure publiée par les fils et filles de déportés juifs de France, Serge Klarsfeld et Léon de Sévéry ont photocopié, établi des listes alphabétiques et chronologiques de tous les otages fusillés au Mont Valérien, pas en France uniquement, mais au Mont Valérien, et dans lequel ils indiquent, ils photocopient quelques pages extraites de la liste des Juifs, extraits de Drancy, fusillés au Mont Valérien. Sont des listes fournies par la préfecture de police qui indiquait le cas de ces Juifs aux Allemands. Et on dit ces Juifs fusillés, otages, pris en décembre 1941 au Mont Valérien, ont tous été soupçonnés d'être de près ou de loin proches du Parti communiste. Mais quand on lit les listes qui ont été établies, c'est pas de près ou de loin. Ils étaient tous communistes. Et communistes se livrant, alors pour certains, se livrant à la propagande clandestine communiste et gaulliste.
ex-membre du Parti communiste polonais, membre de la sous-section juive du Parti communiste français, réfugié russe, nuisible au bon moral de la nation, sympathisant communiste soupçonné de se livrer à la propagande communiste, ex-responsable de la cellule André Marty à Champigny, juif communiste, etc. Donc effectivement, ce n'est pas simplement qu'on les soupçonnait de sympathie envers le Parti communiste français, envers les communistes, ils avaient tous des activités communistes de résistance déjà en 1941. Voilà. Et je ne sais pas s'il est dit, mais je voulais rappeler que les juifs étrangers, ils n'étaient pas les seuls bien sûr, mais les juifs communistes étrangers qui se sont beaucoup interrogés par rapport au pacte germano-soviétique, comme les communistes français, n'ont pas hésité longtemps et qu'ils ont tout de suite décidé qu'il fallait lutter et résister. C'est pour ça que dès 1940, ils ont créé Solidarité, qui ensuite est devenue l'UGRE, mais qui a été une organisation d'information réelle sur les dangers les dangers de l'antisémitisme et les dangers de l'anticommunisme dès 1940. Bon, ben, j'arrête là, mais c'est évident que nous, même si nous ne faisons pas de distinction réelle, et puis nous pensons que tout le combat s'inscrivait dans le combat de la résistance nationale en France, nous insistons plus sur les otages étrangers. Georges Dufaux souhaitait réagir. Non, je voudrais apporter un élément complémentaire à ce qu'a dit Claudie. Quand on regarde le fichier des fusillés du Mont-Valérien, parmi les otages, il y a 5. Eh bien, on a 57 juifs fusillés comme otages au Mont-Valérien. Et sur ces 57, il y en a 52 qui sont accusés. Donc ça confirme tout à fait ce que dit Claudie. Il y en a 52 qui sont accusés de menées communistes, quelles qu'elles soient. Et puis, je voudrais rajouter quelque chose, parce que y a le travail de mémoire, on est face aussi à un combat. Il y a des interprétations totalement divergentes de ce qui s'est pas passé. Quand Pascal Convert a fait le monument à la mémoire des fusillés du Mont-Valérien, celui que tout le monde appelle La Cloche, il a sorti un film qui s'appelle Les fusillés du Mont-Valérien. Dans ce film, il disait ce qui était la réalité. C'était qu'au Mont-Valérien, la majorité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était des communistes. Il y avait aussi beaucoup d'étrangers et il y avait beaucoup de juifs. Ce film qui devait passer sur Arte a été déprogrammé à la demande d'un certain nombre de personnes, je ne vous dirai pas de quel bord ils étaient, parce qu'il était jugé comme pétainiste. On disait, Pascal Convert défend les mêmes idées que les pétainistes. Les résistants n'étaient que des communistes, des étrangers et des juifs. Donc c'est à ça que, même encore aujourd'hui, on doit faire face. Et c'est pour ça que l'association des fusillés du Mont-Valérien se bat pour qu'on rende hommage à tous les fusillés, quels qu'ils soient résistants et fusillés en tant que tels, ou qu'ils soient otages, mais otages qui étaient en fait des résistants. Ils faisaient partie du vivier que les Allemands et les Français avaient arrêté au préalable. Il y a des chiffres qui parlent, c'est un chiffre que j'ai oublié de citer. Ceux qui ont le titre de mort pour la France, parmi les résistants, 83% ont été reconnus morts pour la France. Parmi les otages, 75%. Donc on est très très proche. Et c'est des chiffres qui sont là aussi, disons, qui pourraient être corrigés quand on sait qu'un certain nombre d'étrangers, par une interprétation restrictive de la législation, un certain nombre d'étrangers n'ont pas été reconnus morts pour la France. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est extraordinaire. Dans le groupe Manouchian, le groupe MOI de l'Affiche Rouge, il y a des fusillés du Mont-Valérien qui n'ont pas le titre de mort pour la France parce qu'ils étaient étrangers, parce que des fonctionnaires ont appliqué restrictivement un certain nombre, une législation qui permettait d'attribuer le titre de mort pour la France aux étrangers. Tu connais la preuve, mon père, polonais d'origine, polonais
officiellement, quand il a été fusillé, a été reconnu mort pour la France. Bon, et il y en a d'autres du groupe Manouchian qui ne le sont pas. Donc, le combat mémoriel, il continue. Il y a encore des déformations, il y a encore des gens qui veulent oublier la réalité de la résistance. Et au Mont-Valérien, c'est flagrant, parce que le Mont-Valérien, c'est un symbole du gaullisme. C'est là qu'il y a le mémorial de la France combattante. On oublie simplement que le Mont-Valérien, il a deux personnalités. Il y a le mémorial de la France combattante, oui, et c'est quand même extraordinaire que parmi les 16 disons, enterrés au Mont-Valérien, il n'y ait pas un fusillé du Mont-Valérien. Ça, il n'y en a pas un seul. C'est quand même pas un hasard. Et donc, c'est le symbole du gaullisme. On oublie qu'au-dessus, dans la clairière, eh bien, il y a eu des fusillés et que ces fusillés avaient une personnalité et un engagement politique différent. Je dois dire qu'aujourd'hui, il faut le dire honnêtement, ça n'est pas la politique officielle de l'administration. L'administration qui gère le Mont-Valérien rend hommage à tous les fusillés. Ça, il faut le dire, parce que c'est une réalité. Mais il y a un certain nombre de personnes qui travaillent dans le domaine de la mémoire qui veulent nier encore cette réalité. Alors, j'ai vu que tout le monde veut réagir, mais comme on va faire un dernier tour de parole dans la salle, je préférerais peut-être qu'on prenne les... Donc on donne peut-être la parole à Gilbert Garel qui a été sollicité directement. Et après, je propose qu'on fasse les dernières demandes de prise de parole et ne pourront répondre de toute façon que Karine Niles et Claudine Ducastel, je vous le dis tout de suite. Voilà. Alors, il y avait 2 demandes de parole là et là. Courban, pardon, évidemment. Mais n'oublions pas. Mais donc Gilbert Garel, comme ça fera 3 qui ont parlé, la salle, et après vous aurez 3 en réponse. D'accord. Donc Gilbert, vas-y. Si. Juste pour répondre à ton interpellation déjà, il y a celle sur la grève des mineurs de 41. Ah, bon, peut-être que Laurent Thierry en sait plus que moi, mais moi je n'ai pas de connaissance de commémoration officielle aujourd'hui de la grève de 41. Il faut dire quand même que la fédération du sous-sol n'existe plus. Elle est fondue dans la fédération Minénergie aujourd'hui. Et des mineurs aujourd'hui, c'est quand même très compliqué d'en retrouver. Mais par contre, il y a eu des travaux historiques qui ont été réalisés par l'Institut d'histoire sociale Minénergie, y compris l'IHS national. Nous avons publié des articles relatant cette action de grève en 41. Sur l'esprit commémoratif, sur la tradition CGT de travailler cette mémoire, je crois quand même que c'est lié vraiment à l'histoire. Enfin, quand vous avez la CGTU qui crée les conditions de l'unité en 1936 en faisant des concessions énormes, qui dès 1939 se retrouve exclus de la CGT. Exclus de la CGT. Les militants communistes, les militants étiquetés CGTU sont exclus de la CGT, qui recrée les conditions de la réunification en 1943 via les accords de Péreux, qui vit dès 1947 la scission et la création de FO. Voilà. Je crois que les militants issus de cette CGTU, issus de cette CGT qui a traversé tous ces événements, il lui appartient de maintenir cette mémoire et de faire un travail avec les militants et encore les militants d'aujourd'hui sur cette histoire et sur le rôle qu'ont pu jouer ces militants au cours de la Deuxième Guerre mondiale et puis dans la résistance. Deuxième élément, là je vais cibler particulièrement les cheminots. La SNCF a été accusée, alors moi la direction de la SNCF à juste titre, a été accusée de collaboration, a été accusée d'organiser les trains de la déportation, etc. Là, quand on est militant CGT cheminot, il nous appartient de faire quand même la part des choses, quoi. Entre ce qu'a fait la direction de la SNCF, qui a obéi stricto sensu aux ordres du gouvernement collaborationniste, et puisque la SNCF, quand même en zone occupée, et même en zone non occupée, était largement gérée par les Allemands, a collaboré et a participé à ce massacre. Et puis, de l'autre côté, il y a les 8000 cheminots qui sont morts, soit fusillés, soit en déportation, soit même tués comme des lapins, hein, parce qu'ils commettaient des actes de résistance, etc. Donc, il y a nécessité quand même,
de la part, par exemple, de la corporation cheminote, de véhiculer, de continuer à véhiculer dans les jeunes générations d'aujourd'hui cette tradition de mémoire et ce rappel historique. Et puis, très clairement, on va se le dire entre nous, chaque année, nous, que ce soit, par exemple, la libération le 10 août 1944, on est quand même la seule organisation syndicale à raviver la flamme sous l'Arc de Triomphe, quoi, hein, voilà. Il y a les commémorations des libérations de la gare de Toulouse. Dans chaque gare, il y a des commémorations de cet ordre-là. Mais ces commémorations sont utilisées sciemment par les militants de la CGT pour faire des rappels sur plus jamais ça, quoi. C'était hier, mais ça peut revenir demain, quoi. Voilà. Et on n'est jamais à l'abri de la montée des idées fascistes, des idées nauséabondes. Et je crois que ce que l'on traverse aujourd'hui nous en donne quand même une large preuve. Donc il y a une nécessité, à travers ce travail de mémoire, de donner aux militants d'aujourd'hui un travail de réflexion sur ce qui se traverse dans les conditions dans lesquelles ils militent aujourd'hui et dans les conditions dans lesquelles ils vont militer demain, quoi. Voilà. Je sais, mais je vais peut-être prendre juste... Donc, en fait, on s'arrête à quelle heure? À 15, c'est ça? C'est ça? À quelle heure est-ce que tu parles? Non, un peu, d'accord. Ben alors, juste, donc, dernier tour de la salle, et puis après, donc, essayer de cibler sur nos 3 orateurs qui n'ont pas encore eu la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je vais essayer d'être bref, mais je vais être quand même un tout petit peu provocateur. Je m'explique. Comme le disait notre camarade de la CGT, on est entre nous. Donc, on sait globalement qui s'est impliqué pendant cette période de la deuxième guerre. On sait qui a été résistant, on sait qui a été déporté, on sait qui s'est impliqué et on sait qui ne s'est pas impliqué. Donc après, otages, la question des otages est une question effectivement extrêmement importante, mais en termes de comptabilisation, moi aujourd'hui, fils de déportés, résistante, juive de la MOI, qui a eu la chance de revenir des camps, je suis moins soucieux de ça. Ce qui me soucie aujourd'hui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et comment l'ensemble des associations qui sont présentes et qui se sont exprimées tout à l'heure, comment les historiens peuvent utiliser leurs travaux et ce qui nous a été expliqué ce matin, comment on peut mettre tout ça en mouvement de façon à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, mais pas que en Europe, dans le monde de façon générale, avec cette montée effrayante des populismes, des fascismes. On le voit en Europe, on l'a vu aux États-Unis, on le voit en Inde, on le voit partout. Et quand on sait que, avec le petit bonhomme dont on a parlé ce matin, dans les sondages, qui sont certes des sondages, mais c'est quand même quelque chose, plus de 30% des gens sont prêts à voter pour l'extrême droite, c'est-à-dire pour des gens qui sont prêts à être des quasi-négationnistes, puisqu'ils remettent en cause le collaborationnisme de Pétain, qui dit que c'est lui qui a sauvé les Juifs de France. Enfin bref. Donc il faut, et moi c'est aussi ça que j'attends de ce genre de colloque, comment on peut faire en sorte que le travail de toutes ces associations, de tous ces historiens, soit mis en commun et permette une mise réelle en mouvement afin de sensibiliser nos jeunes, nos moins jeunes, nos apolitiques, tous ceux qui font qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, on prend le chemin, et un très triste chemin, pour subir des choses qu'on ne voudrait pas resubir. Merci. Bon, normalement, je pense que les 3 orateurs qui restent auront effectivement de matière à répondre, je pense. Comme Guillaume, notre président, il a eu l'amabilité de citer Hispano-Suiza, à laquelle j'ai participé 30 ans. Je lui rappellerai qu'il a participé au 50e anniversaire de mai 68 avec Christian Le Ménager et que sa participation avait été appréciée. Bon, j'ai fini de le flatter. J'ai un service à te demander. Non, c'est pas vrai. Je voudrais dire pour Hispano-Suiza, en 1939, Roger Guérin est mobilisé. Et puis il est affecté spécial
à Hispano-Suiza. Il va donc participer au déménagement des machines-outils à l'arrière. Je ne sais pas où est l'arrière, mais je sais qu'il a fait ça. Et Roger Guérin, quand il a fini, qu'il est démobilisé, il va rentrer en résistance. Et il va, avec sa sœur et son épouse, Rose Guérin, qui reviendra des camps et sera dans la première constituante, et secrétaire aux côtés de Marcel Paul, il va héberger pendant 3 mois Gabrielle Péry, enfin sa sœur, Marthe Jean, puisqu'elle est mariée, et Gabrielle Péry va utiliser le fait que Marthe travaille tous les jours à Courbevoie, dans une usine Martini, c'est de la mécanique, hein, c'est pas l'apéritif, et elle porte ce qu'il écrit à Juliette Fajon. Donc ça, c'est pour Gabrielle Péry, parce que c'est important. Et l'Humanité, par 2 fois, avait fait 2 pages entières sur, effectivement, Gabrielle Péry à Clichy. Bon, moi, personnellement, quand je participe au CNRD avec les lycéens et que j'ai l'occasion de placer Gabrielle Péry, j'hésite pas. Mais bon, on ne peut pas le faire tous les ans. Ensuite, sur les commémorations qui avaient lieu régulièrement chez Hispano, il faut savoir qu'à la Libération, il y avait une section d'anciens prisonniers, déportés, etc. Quand je suis arrivé en 1971, ils avaient fini d'exister en tant qu'association. Mais par contre, les revendications qui avaient été menées, à savoir un quart d'heure de payer le 8 mai et un quart d'heure de payer le 11 novembre, permettaient effectivement d'organiser la commémoration. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, déjà, à partir de 1971, seule la CGT appelait parce que les autres syndicats, ils trouvaient que tout ça, c'était du passé, qu'il ne fallait pas en parler, et ceux qui se déguisent en orange à chaque manif, les premiers. Donc, mais par contre, on avait à un moment trouvé l'astuce pour qu'un responsable du Parti communiste français prennent la parole pendant ce quart d'heure en se mettant à l'extérieur dans l'usine parce que les plaques commémoratives étaient à l'entrée. Ensuite, il y a eu le déménagement d'Hispano-Suiza de Bois-Colombes à Colombes sur le site de la SNECMA, qui a été un vrai massacre industriel, mais ça c'est autre chose. Mais il a fallu se battre pendant 2 ans pour que la direction accepte de reprendre les plaques mémorielles et de les réinstaller sur le site de Colombes. Ça leur a coûté cher, à ce qui paraît, ça leur a coûté 10 millions. Mais bon, il a fallu refaire un bâtiment, un monument. Donc ça a été une victoire. Depuis 2000, je suis parti. Je sais qu'à un moment, les commémorations ont continué. Comme hélas, la CGT n'a plus d'élus au comité d'entreprise, et je ne crois pas qu'on ait beaucoup d'élus aux délégués du personnel, puisqu'il n'y a plus d'ouvriers quasiment à Bois-Colombes, eh bien, je ne sais pas si les commémorations perdurent. Mais dans tous les cas, ça a été une belle aventure, au moins jusqu'en 2000. Voilà ce que je voulais dire. J'arrête là. Merci. Ben, merci beaucoup. Et pardon, je ne t'avais pas reconnu. Je crois qu'on a terminé sur les demandes de parole, c'est ça, de la salle? Non, pas de frustration. Parfait. Eh bien, donc je sais que Claudie veut dire un petit mot, mais alors un petit mot, et puis après, donc on donne la parole. Non, c'était juste, je suis d'accord avec Claude quand il parle de la nécessité pour toutes les associations de s'unir, mais c'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Je voulais intervenir simplement pour dire que tout à l'heure, Maryse a parlé de transmission et que nous avons eu plusieurs fois l'expérience en diffusant notre DVD sur Nous étions des combattants, l'histoire des jeunes communistes juifs, aussi bien en province qu'à Paris, de voir des jeunes lycéens s'interroger ensuite sur le sens de l'engagement. Qu'est-ce que ça voulait dire s'engager? Et s'engager pourquoi? Et pourquoi peut-on s'engager maintenant? Quelle cause en vaudrait la peine? Et je pense que c'était absolument passionnant. Et ils ont discuté ensuite entre eux et avec leurs enseignants. Mais c'est à partir de colloques, de films et de discussions avec des résistants qu'ils peuvent, eux, déboucher sur l'engagement à notre époque. Merci beaucoup, Claudie. Alexandre? Oui, merci. Très rapidement, évidemment, sur le mythe, parce que ça nous emmènerait trop loin, mais 3 remarques. La première,
Trois remarques très rapides sur le mythe. La première, dans ses travaux, Lucien Sèvres invitait à travailler l'approche biographique en articulant la part de l'individu et celle du collectif. Et je crois que quand on fait la biographie d'un militant politique, il faut effectivement à la fois essayer de l'appréhender lui dans le parti et lui aussi à l'extérieur du parti ou du mouvement. Et là-dessus, Gabriel Péri, c'est l'idéal d'une certaine façon, parce qu'il est à la fois pleinement dans le parti et en même temps, de par les fonctions qu'il occupe, il est en permanence en contact avec l'extérieur. Ce qui ne va pas toujours l'aider, ce qui contribue aussi au mythe. Deux exemples. En étant toujours en contact avec l'extérieur, il est, aux yeux de certains, et pas uniquement de son beau-frère André Marty, pour ne pas le citer, suspect. Suspect parce que le contact avec l'extérieur, en fonction des périodes, ça rend suspect à peu près tout le monde aux yeux d'André Marty, mais pas qu'André Marty. Et aux yeux de celles et ceux qui sont extérieurs au parti, ce dandy élégant, cultivé et qui ne cède pas par ailleurs sous ses positions, il se démarque fortement du bolchevique avec un couteau entre les dents. C'est quand même pas tout à fait ça, Gabriel Péri. Donc tout ça, ça contribue, je pense, au mythe. Vous rajoutez là-dessus qu'on ne sait pas où il est enterré, que Aragon a largement contribué à la légende, nommant l'un des poèmes Légende de Gabriel Péri. Bon, je ne vais pas plus loin. Et ensuite, ce qui, à mes yeux, et juste pour finir, sur la dimension légende, ou en tous les cas qui suscite l'intérêt, le choix même que la Fondation a fait du nom de Gabriel Péri, à mes yeux, et ça n'engage que moi, n'est pas anodin. De choisir quelqu'un qui est à la fois un intellectuel, ça personne ne lui enlève ce titre-là, même s'il n'a pas le bac, mais ça c'est anecdotique. Ce qui est par ailleurs un intellectuel engagé, enfin un militant, la personne non plus lui enlève cette caractéristique-là, n'est pas anodin, je pense, quand on voit les travaux que la Fondation Gabriel Péri propose. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui est en permanence en éveil et ouvert sur le monde. Quand bien même il a eu des opinions, peut-être pas des certitudes, mais en tous les cas une ligne, etc., il suit les choses, il discute, et après il fait aussi de la politique. Donc par exemple, je terminerai là-dessus, il a fait beaucoup sur l'antifascisme, entre autres, il va contribuer à publier dans le journal L'Humanité des textes défendus par le Parti communiste italien avant même que l'Internationale communiste s'infléchisse. Mais en même temps, il s'abstient de tout article en 1933 qui vise à critiquer l'arrivée d'Hitler au pouvoir. À ce moment-là, c'est pas lui qui écrit dans le journal, c'est d'autres. Donc voilà, c'est aussi un animal politique au sens noble du terme qui, pour toutes ces raisons, et notamment le fait qu'il est évidemment mort en martyr, voilà, contribue à ce qu'une légende assez rapidement s'est écrite sur cet homme-là. Alors je vous propose qu'on poursuive, merci à Alexandre, avec Claudine Ducastel. Oui, pardon. Je voudrais revenir sur votre question sur l'articulation avec les historiens et qu'est-ce qu'on fait. Je pense qu'une journée comme aujourd'hui nous montre que le travail que nous fournissent les historiens par rapport à la politique des nazis amène une très grande complexité. Sur la politique des otages, on a touché du doigt avec toutes les interventions de la matinée cette grande complexité. Et je crois aussi que, du coup, peut-être questionne-t-elle notre organisation aujourd'hui du monde de la mémoire. C'est-à-dire qu'on a une organisation du monde de la mémoire par catégorie de victimes, par lieu fort, je veux dire comme effectivement le Mont Valérien ou Châteaubriand, des lieux très forts, mais que peut-être que pour arriver à transmettre cette mémoire, il faut non seulement des commémorations de ce type très symboliques, mais aussi descendre au niveau de la mémoire locale. Et que cette mémoire locale, elle est tout à fait aussi complexe que ne l'est la mémoire nationale. Et je vais vous citer un exemple. Dans le cadre de la politique des otages, si on prend Caen, que Julien Legros connaît bien,
la répression de l'attentat d'Héran à Caen, donc d'un attentat très important de la résistance à Caen. La répression, elle a porté sur 80 otages déportés dans le convoi des 45 000. Elle a aussi porté sur des juifs arrêtés comme tels qui ont été intégrés au convoi des 45 000. Elle a aussi porté sur des juifs qui ont été intégrés à d'autres convois et déportés à Auschwitz. Et elle a aussi porté sur des otages qui ont été déportés dans un autre camp, donc qui était minoritaire par rapport aux 80. Et comment on fait aujourd'hui, au plan local, pour montrer cette complexité dans toutes ses composantes? Parce qu'en réfléchissant au thème de la table ronde, moi je me suis dit que finalement on a beaucoup travaillé sur Caen. Je crois qu'on a fini par faire connaître le convoi des 45 000 sur Caen, mais les autres, c'est pas parce qu'ils étaient moins nombreux qu'il ne faut pas mettre en avant, parce qu'ils reflètent la complexité de la politique de répression nazie et ses différentes dimensions. Donc je me dis que, alors je veux dire, je suis pas là pour dire il faut faire exploser l'organisation du monde mémoriel, mais en tout cas je pense qu'on a à travailler avec les historiens et peut-être à descendre au niveau local avec des choses un peu fortes et à travailler en coopération. Et que ce lieu de la coopération, il n'est pas toujours évident à trouver. Eh bien, Karine Picarnilas qui a commencé et qui donc terminera. Avec plaisir. Donc parler de la mémoire, c'est parler d'un combat. Ça a été dit tout à l'heure et je pense qu'on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'on a une période de transition où les anciens sont partis ou sont en train de partir. On est sur la relève, enfants, petits-enfants, arrière. Mais on a donc les historiens qui prennent le pas. Ma grand-mère m'a toujours dit, elle est encore là, bientôt 99 ans, quand on ne sera plus là, les historiens reprendront tout et tout changera. Ils ne diront plus la même chose que nous. Oui, il y aura une différence, je suis désolée. Il y a des historiens dans la salle. Oui, il y a une différence parce qu'il y a l'histoire et il y a la mémoire. Il y a l'histoire qui est basée sur des faits, qui est factuelle, et il y a la mémoire où il y a du sentiment. Effectivement, la différence, elle est là. Je pense que là, on a discuté avec beaucoup d'historiens qui nous disent des chiffres qui sont factuels, et je l'entends, je trouve que c'est très bien. Nos comités, tous les comités de l'Amicale, puisque l'Amicale a 17 comités dans toute la France, travaillent, et on fait un super travail de recherche, où on a pu retomber sur les mêmes chiffres à peu près qu'on a entendus ici. Je pense Mémoire d'un cours ne va pas me contredire, le comité du souvenir non plus qui est présent, 44, ne me contredira pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de l'éducation nationale ? Parce qu'on n'en a pas du tout parlé ici. Moi, je veux bien, les historiens avancent, mais l'éducation nationale, aujourd'hui, elle n'avance pas. Aujourd'hui, l'éducation nationale, et ça va aller dans le sens, on ne vous a pas, je pense, complètement répondu, c'est comment est-ce que l'on fait pour contrer qu'un communiste, ce n'est pas un stalinien. Voilà, parce qu'aujourd'hui, un communiste, c'est Staline. Dans les livres, alors je vais peut-être un raccourci, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais il y a des fois, il faut choquer. Il y a des fois, il faut vraiment dire les choses. Et moi, ça me gêne, ça me perturbe. Ça, plus aussi le pouvoir des fonctionnaires. Et quand je vous dis ça, je vais au bout de ma pensée. Chaque année, nous travaillons sur la commémoration de Chateaubriand. Commémoration où il y a eu énormément de controverses, énormément de choses qui ont bougé depuis le début, depuis 1945. Je vous l'ai un peu abordé tout à l'heure, mais je vais quand même vous le dire quand même un peu plus concrètement. Il y a eu des périodes où il y avait 2 commémorations. Une le samedi, où c'était la carrière nous appartient. La carrière a été achetée sou par sou, vraiment grâce à des dons des internés, des familles d'internés, de fusillés, de déportés. Jamais il n'y a eu de subvention, à part ces dernières années. Il y avait une commémoration organisée par les autorités de l'État sur notre site privé qui se faisait le samedi, sans convier l'Amicale. Le dimanche, c'était là la commémoration et ils ne venaient pas parce qu'il y avait des représentants politiques du Parti communiste et ils ne voulaient pas venir. Après, il y a eu des évolutions, effectivement, à partir de 1981, où il y a eu là une unique commémoration, où on y est arrivé avec donc les autorités de l'État qui étaient présents pour une partie seulement de la commémoration. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour déposer les germes et une fois que la prise de parole commençait, l'État quitte.
la cérémonie et s'en va. Il n'y a eu que quelques années ponctuelles où un représentant de l'État est venu, c'est quand on a eu des subventions. Là, on a fait des dossiers de demande de subvention, donc fatalement, l'État a subventionné la rénovation. Donc en 2016, on a eu M. Todeschini qui est venu, et il est resté à toute la cérémonie, et il a écouté, puisque je vous ai dit, nos membres fondateurs, c'est la CGT, Parti communiste. Il a écouté les discours, voilà, et il est resté. Là, cette année, c'est 80e anniversaire. On est à une semaine. Je ne sais pas comment ça va se passer. Parce que je souhaite, moi, depuis des années, quand je vous dis que je suis sur la transmission, parce que c'est pour moi le plus important, il y aura plus de 200 jeunes dans la carrière qui seront présents par rapport au projet Alvéole dont je vous ai parlé. Je ne sais toujours pas si l'État restera. Parce que j'ai sollicité dans le protocole pour que l'État reste. Le préfet, fonctionnaire, c'est pour ça que je vous dis, entre le politique et le fonctionnaire, il y a des différences. Aujourd'hui, le préfet me dit « je pense qu'on ne restera pas ». Mais je ne sais toujours pas aujourd'hui si je ne vais pas avoir un représentant de l'État, puisque Mme Sarah Ellery, secrétaire d'État à la jeunesse, normalement est attendue. Si elle vient, je pense qu'elle fera, dans le plus grand des respects, comme M. Todeschini, qu'elle restera. Donc le combat de la mémoire, il est là, parce que le fonctionnaire ne veut pas faire de politique, donc ne veut pas rester. Sauf que ce que nous souhaitons, c'est une reconnaissance de la nation, simplement, pour ces hommes communistes, syndicalistes, mais qui sont morts pour la France. Et ça, c'est un combat à continuer à mener. Et l'éducation nationale travaille avec nous, mais je pense que les livres d'histoire sont encore à améliorer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Et donc, si on arrive à faire ça, et il faut aussi, et je voudrais juste finir par ça, parce que ce qui fait nos deux membres fondateurs, mais je pense vraiment, et je veux vraiment tirer mon chapeau à la CGT, parce que la CGT nous soutient, mais vraiment formidablement, parce qu'ils font des commémorations dans chacune des entreprises, mais parce que ce sont des ouvriers encore, et dans chacune des entreprises, ils savent ce que c'est que les fusillés de Chateaubriand, ce qui n'est pas le cas dans d'autres, que ce soit chez les étudiants. Alors je me félicite, moi, qu'il y ait une résidence étudiante qui va s'appeler Clos de Lallay, parce qu'un jour les étudiants sauront peut-être qu'il y a eu Guy Moquet, mais qu'il y avait aussi d'autres jeunes comme Claude Lallay. Et vraiment, la CGT nous aide. Et je pense que le jour où, et ça je le dis, et pourtant j'ai beaucoup de respect aussi pour le Parti communiste qui aujourd'hui a initié ce genre de choses et qui continue, mais je pense que effectivement les instances politiques, communistes ou autres, ne se saisissent pas assez de l'histoire simplement, et je ne veux pas tomber dans du politique pour du politique, mais simplement de l'histoire, des chiffres que l'on a dit, de ce que l'on a fait, de la politique des otages, pour pouvoir démonter des arguments qui vraiment ramènent trop bas l'histoire de ces hommes. Voilà. Bien, écoutez, c'était toute la difficulté de cette table ronde, parce qu'on l'a voulu divers et représentants des structures différentes, mais donc ça nous a amené à avoir des interventions relativement courtes et c'était frustrant, mais en tout cas je voulais vous remercier de vous être prêté au jeu et je pense que ça a stimulé l'intérêt et reçu votre intérêt. Donc merci à vous et maintenant la parole au président Obadia. Voilà. Puis oui. Bon, d'abord, c'est super, je peux tomber le masque. Voilà, d'abord, je suis persuadé d'être notre interprète à toutes et tous en affirmant que nous venons de vivre une journée passionnante. Nous avons beaucoup appris, nous avons beaucoup réfléchi, nous avons même réussi à échanger malgré les contraintes de temps. Je veux remercier très chaleureusement nos intervenantes et intervenants, celles et ceux de ce matin, celles et ceux de cet après-midi, d'abord pour avoir accepté de participer à ce colloque, mais également pour la clarté et l'intérêt de leurs propos. Je veux remercier aussi Pierre Laurent, grâce à qui nous avons pu organiser cette réunion dans les locaux de ce magnifique palais du Luxembourg. Je veux remercier également Serge Volikov, président du conseil scientifique de la Fondation, qui est à l'initiative de ce colloque et qui en a été la cheville ouvrière. Je veux remercier Jean-Numa Ducange et Guillaume Roubaud-Kouachi pour leur rôle d'animation et leur contribution.
Je veux enfin rappeler que ce colloque s'inscrit dans le cadre du séminaire intitulé « Les ateliers sur l'histoire du Parti communiste français », qui est une collaboration entre la Fondation Gabriel Péry, la Maison des sciences de l'homme de Dijon et l'Université de Rouen. Alors cette journée nous a permis de focaliser notre réflexion sur l'une des périodes les plus noires de notre histoire. Elle nous a permis de mieux comprendre les ressorts de la politique des otages et de la répression implacable qui visait à terroriser le peuple, à le dissuader de résister, de protester ou tout simplement de réagir face au pillage du pays, à sa mise en coupe réglée, face aussi aux exactions de l'occupant et de ses complices. La brutalité et l'inhumanité de cette répression ont ciblé tout particulièrement les communistes et les juifs, pour des raisons qui sont centrales dans l'idéologie nazie et qui ont fort bien été restituées dans nos débats, y compris d'ailleurs en y apportant des précisions quant aux différences qui ont pu exister selon les périodes. Terreur de masse, chantage, martelage des menaces et des exécutions organisées par les médias que contrôlait l'occupant, tout cela ponctue les fusillades. Cette propagande et le brouillage qu'elle provoque visaient à désorienter les populations, à semer la division et le doute, voire à faire porter la culpabilité sur les actions résistantes. Les déportations d'otages concourent à ce climat de terreur et sont partie intégrante de ce processus. Comme cela nous a été fort bien exposé, la politique des otages a constitué par certains aspects une entrée dans l'extermination massive des Juifs, dans la solution finale décrétée en 1942 après la conférence de Wannsee. Elle est également inséparable de la lutte contre le communisme, contre le bolchevisme, disait la propagande, pour marquer son aspect étranger. Là encore, il s'agit d'un des fondements de la doctrine nazie, le rassemblement des deux adversaires désignés étant en quelque sorte synthétisé dans le concept de judéo-bolchevisme. On comprend que dans cette vision criminelle, les communistes juifs, étrangers ou apatrides, qui ont, ça nous a été clairement montré, été l'un des éléments essentiels de l'ossature des FTP-MOI, ont été particulièrement ciblés. Il nous a également été rappelé que des dirigeants communistes assumant de hautes responsabilités, des dirigeants syndicaux, car c'est bien l'ensemble du mouvement ouvrier qui était visé, ainsi que des intellectuels de renom ont été nombreux parmi les fusillés et les déportés. Leur sacrifice a profondément marqué la mémoire de la résistance. Chacun comprendra que, dans le cadre de ces quelques mots de clôture, je souhaite évoquer la figure de Gabriel Péry. Par bien des aspects, Gabriel Péry est au cœur de notre sujet. Il a été fusillé comme otage. Comme journaliste, dès les années 20, et aussi comme parlementaire à partir de 1932, il a mené un combat lucide et sans merci contre le fascisme et contre le nazisme. Il a dénoncé la politique de non-intervention en Espagne, comme les accords de Munich. Il a prôné très tôt l'union face à l'occupant. Notre fondation, qui s'honore de porter son nom, organisera une initiative dont nous sommes en train de discuter la forme autour du 15 décembre prochain afin de célébrer sa mémoire. Nos travaux d'aujourd'hui sont importants. Nous devons en avoir conscience. Importants pour la connaissance historique, importants pour la mémoire collective, importants dans le contexte délétère que nous vivons aujourd'hui. Dans cette période où la crise du capitalisme connaît une ampleur inédite, où la malfaisance et les impasses du système sont de plus en plus patents, l'une des stratégies du capital et de ses soutiens est de favoriser le développement des idées et des thématiques d'extrême droite, racistes et rétrogrades. La séquence préélectorale particulièrement nauséabonde que nous vivons illustre pleinement cette réflexion. C'est un véritable tapis de bombes que nous subissons à longueur de journée, où on essaie d'imposer uniquement ces thèmes-là. Or, nous le savons tous, la connaissance des réalités d'hier, la connaissance de notre histoire
sont des armes particulièrement précieuses pour les combats d'aujourd'hui. La question a été posée sur ce terrain. Elle est évidemment pertinente, mais il est impossible, dans le cadre de ces quelques mots de conclusion, d'essayer d'y répondre. C'est un débat beaucoup plus vaste qu'il nous faut effectivement avoir. Simplement, je pense qu'il nous faudra faire un effort maximum pour faire connaître le contenu de cette journée de travail, et à coup sûr, l'activité des associations mémorielles prend dans cette phase une importance essentielle. Pour terminer, je voudrais remercier d'abord l'équipe de la Fondation Gabriel Péri et sa directrice Louise Gaxi, qui se sont particulièrement mobilisés pour le succès de cette journée. Je veux remercier aussi le personnel du Palais du Luxembourg, et je veux vous remercier toutes et tous pour votre participation et pour vos interventions. Je vous remercie de votre attention.